Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dédié à notre série de rencontres mensuelles sur les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques et évidemment on parle aussi de Saint-Gobain. Je voudrais vous saluer, vous qui êtes dans la salle, mais je voudrais aussi saluer ceux qui sont avec nous derrière leur écran. Vous dire aussi que cet événement va être sous-titré en anglais, donc bienvenue à tous, où que vous soyez dans le monde. Une séquence de questions-réponses en fin de conférence. Donc à tous ceux qui nous suivent, que vous soyez dans la salle ou derrière votre écran, c'est très simple. Vous scannez le QR code, vous vous connectez à l'application Wizambly et vous êtes en direct avec nous tout au long de ce talk. On entre dans le vif du sujet, bouger plus, vivre mieux, sport, santé et performance individuelle. C'est un thème assez général. On va en parler plus précisément avec le docteur François Duforet et Claire Pedini, s'il vous plaît. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors François, vous êtes médecin du sport et du sommeil. Vous avez été formé au Centre de recherche de médecine aérospatiale, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris, praticien attaché au Centre du sommeil et de vigilance de l'Hôtel-Dieu. Vous dirigez un organisme chargé de la prise en charge de ces troubles à destination du grand public et des professionnels, notamment des sportifs. Je le précise aussi, vous êtes un ancien sportif de haut niveau et depuis, vous accompagnez et vous accompagnerez encore des sportifs du sport automobile, Alain Prost, de la voile en course au large, Charles Gaudrelier, du foot, du rugby, le 15 de France et les athlètes des JO. Ça en fait de l'expérience. Est-ce que j'ai tout dit ? A priori, oui. A priori, c'est pas sûr. Je ne vais pas en rajouter, mais les Jeux Olympiques à Paris, c'est quand même un truc extrêmement important et on s'aperçoit que dans les demandes qui nous sont faites, on est vraiment dans ces notions de récupération qui font partie de la performance et donc c'est transversal. C'est pour ça que le handball nous a demandé, le basket, je dis nous parce que j'ai une équipe avec moi, bien sûr, je ne suis pas tout seul. Et la récupération devient un élément de performance. Et ce qui est incroyable, c'est que vous touchez tous les secteurs. Donc évidemment, là, je l'ai sorti, j'en ai parlé du sport. Mais racontez-nous un petit peu, rentrez un tout petit peu dans le détail. Le sport, vous accompagnez à la voile un sportif de haut niveau. Racontez-nous un tout petit peu. Oui, moi je dis toujours merci aux gens qui m'ont formé, et notamment les gens de l'armée. Puisque à l'armée, c'était en tant que médecin militaire pendant 5 ans, c'était pas soigner les gens, c'était trouver des solutions pratiques à des problématiques qui étaient, par exemple... je me souviens très bien de notre ami qui était dans la navette spatiale, là, notre médecin Claudie Aigneret, qui nous disait « Moi, j'arrive pas à dormir dans la navette spatiale ». Donc la question qu'on se posait, c'était pratiquement qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on lui donne des pilules ? Non, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas de lit dans la navette spatiale, parce que l'environnement était tel que quand vous n'avez pas un lit pour dormir, c'est pas facile. Et puis qu'il faisait jour et nuit, toutes les heures et demie, et que l'être humain a besoin d'obscurité pour bien dormir et de lumière pour être bien vigilant, et que donc la solution était non pas la pilule, mais c'était surtout mettre des hublots aux fenêtres qui permettaient d'avoir 8 heures d'obscurité pour que l'astronaute puisse bien dormir, en même temps que les équipes qui étaient à terre à Houston. Des rideaux aux hublots de la navette spatiale ? Oui, tout à fait. Oui, tout simplement. Oui, mais j'ai eu le bon sens, des fois, ça nous sert bien. Et sinon, le masque sur les yeux, c'était bien aussi. Oui, alors après, dans la navette spatiale, vous êtes plusieurs, donc il y a toute une organisation, puis les masques, ça peut flotter à un état d'apesanteur. Donc, bon, on va faire donc, ça, c'est l'aérospatial. Il y a le sport. Charles Gaudrelier, dans le... Alors, Charles Gaudrelier, oui, c'est une autre histoire. On va dire, ça, c'était le début, Claudie Aigneret. Et puis là, en ce moment, on a Charles Gaudrelier qui est sur le bateau Gitana 17, qui est en tête de qu'on appelle l'Arkea Ultimate Challenge, qui consiste à être sur un bateau tout seul, un bateau qui fait 30 mètres de long, 23 mètres de large, avec un mât de 40 mètres, et tout autour de la Terre. Et le point pratique qu'on a eu avec lui, c'était de lui faire un environnement sécurisé, de performance. Donc il est dans un lit sarcophage, sur lequel il peut dormir le plus qualitativement possible, sachant qu'il va dormir en moyenne entre 10 minutes et 40 minutes, pendant des jours et des jours. Et que donc la notion de récupération est liée totalement à la notion de sécurité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait avec Charles, qui lui aide finalement à prendre les bonnes décisions. La bonne décision, par exemple, pour ceux qui aiment bien la voile, c'est de dire « je ne passe pas le Cap Horn parce que c'est trop dangereux, il y a une dépression mastodonte, comme il dit, et donc je vais attendre pour passer le Cap Horn dans les meilleures conditions ». Pour ça, il faut être, je dirais, clair dans sa tête, clair dans son corps, pour pouvoir dire « ok, j'y vais » sans prendre trop de risques.
Et il y a la Formule 1 aussi, dans laquelle vous avez eu le loisir d'intervenir. La Formule 1, ça date un petit peu maintenant, hein, parce que je veux dire, Alain Prost, il est un peu plus âgé. Mais on ne l'a pas oublié. Non, c'est un champion du monde. Mais Alain Prost, très intéressant, c'est la notion de décalage horaire. Ouais. Et il avait une chronobiologie, son travailleur, le secret professionnel, qui était quelqu'un de très rigoureux, qui aimait bien se lever à des heures extrêmement précises, quelqu'un du matin, ce qu'on appelle du matin, une chronologie chronotype du matin. Et la problématique, c'est le décalage horaire. Quand il était au Japon, il ne se sentait pas bien. Il disait, mais il faut absolument que j'ai un programme qui me permette, avec certains types de rituels, certains types de pratiques, d'être le plus vigilant possible au bon moment. Ouais. Et l'intelligence de ce pilote, c'était de dire, je ne suis pas tout seul, j'ai 21 personnes autour de moi qui changent les roues, qui mettent le carburant à l'époque. Et donc, il faut s'occuper de l'ensemble du team, puisque tout le monde va subir le décalage horaire. Donc, c'est là où ces réflexions-là, qu'on a eues dans le sport de haut niveau ou dans le monde militaire, il y a des gens qui travaillent la nuit dans le monde de l'entreprise. Et ce sont des choses qu'on applique maintenant pour des gens qui travaillent en travail horaire décalé ou en travail posté. Tout le monde est crevé dans la société ou c'est une impression ? Alors, le mot crevé, ce n'est pas toujours ce qu'on dit. Une des casquettes que j'ai gardées, bien sûr, c'est d'être médecin hospitalier. Et en tant que médecin hospitalier, les gens nous disent « j'ai des troubles du sommeil, c'est pour ça que je suis fatigué ». Et c'est le mot « fatigue » qui arrive devant. Crevé, c'est quand ils commencent à nous connaître bien. Je ne dis pas ça tout de suite. Mais je suis fatigué, j'ai des problèmes de fatigue dans la journée, j'ai des coups de barre. Voilà, c'est comme ça que ça se traduit. Est-ce que c'est lié au sommeil ? Est-ce que ce n'est pas lié à autre chose ? Moi, je pense qu'il y a une augmentation extrêmement importante de la tâche mentale, que ce soit dans le monde militaire ou que ce soit dans le monde sportif, qui fait que la réflexion, c'est voilà, je suis fatigué. De votre côté, Claire, vous êtes directrice générale adjointe, ressources humaines et responsabilité sociale d'entreprise. Et cette question du bien-être au travail, elle est très importante pour vous. C'est la base. C'est la base de la performance. C'est la base du vivre ensemble. C'est la base d'un collectif performant. Il faut que chacun soit le mieux possible, parce que quand on va bien, on est heureux d'être au travail, on est heureux dans sa vie, c'est ce qui est le plus important, mais on est heureux d'être au travail, on est heureux de venir dans le collectif, on est heureux de performer ensemble. Et donc, c'est un cercle vertueux qu'on amorce. Donc, c'est vraiment la base de ce qu'on doit pouvoir offrir à nos collaborateurs dans l'entreprise. Aujourd'hui, le groupe Saint-Gobain prend soin de ses collaborateurs. Il y a une chaîne de valeur, je crois. Ce sont des notions qui sont très importantes. Et est-ce que vous pourriez nous en dire plus peut-être sur le programme Monde et sur le programme français ? Alors oui, avant de ces programmes-là, on a, depuis plusieurs années, beaucoup travaillé sur la santé. Saint-Gobain avait historiquement des valeurs très établies sur la sécurité. Et on a des résultats formidables. C'est-à-dire qu'on prenait soin dans des lieux qui pouvaient être dangereux de la sécurité de nos collaborateurs. J'ai vraiment voulu travailler le côté santé en plus de cette sécurité. Donc on a maintenant une politique santé qui s'applique non seulement aux collaborateurs, mais aux intervenants de façon générale sur nos sites, à la chaîne de valeur, et aussi aux utilisateurs de nos produits, puisqu'on doit faire en sorte que la santé soit prise en compte. Ce que l'on a mis en plus depuis récemment, c'est le bien-être, on y reviendra. Mais vous avez raison, on a quelques illustrations de ce programme mondial. C'est le programme CARE, par exemple, dont vous voyez le logo, qui vise à offrir, là c'est vraiment de la santé, j'allais dire, pas bien-être, mais de la santé plus physique, qui vise à donner à chacun de nos collaborateurs, où qu'ils soient à travers le monde, donc en Thaïlande, au Mexique, en Allemagne, aux États-Unis, une couverture médicale hospitalière et généraliste à hauteur de 80% des frais. Ça nous paraît, nous, évident en France, mais il y a beaucoup de pays pour lesquels ça ne l'était pas. Un support aussi à la parentalité. 14 semaines de congé maternité en France, ça nous paraît évident, mais il y a beaucoup de pays dans le monde pour qui c'était extraordinaire de pouvoir se dire je vais être payé pendant 14 semaines pour accueillir cet enfant. Et il y a aussi, bien sûr, de la parentalité pour le père. Et puis, pour des sujets qui sont moins, j'allais dire, positifs et qui sont tristes dans la vie, mais se dire, si un collaborateur décède, quelles que soient les causes, la famille aura droit à 1 an de salaire. Donc ça, c'est le programme CARE qui vise à faire en sorte que là aussi, on se sente bien. Et puis après, il y a des exemples dans les pays. Bien sûr, chaque pays a été engagé à pouvoir prendre à sa charge des programmes de santé, en santé émotionnelle ou plus physique. Et le programme « Je prends soin de moi » en France en est une belle illustration.
troubles musculo-squelettiques, maladies psychosociales, en prévention, cancer et autres, sur lesquels on a beaucoup travaillé en France ces derniers temps. Et c'est d'autant plus important, toutes ces démarches pour un groupe comme Saint-Gobain. Vous avez des exigences fortes en matière de résultats, notamment cette année. Donc la bienveillance et tous ces programmes-là sont importants pour vous, je crois. Bienveillance et performance, bienveillance et exigence, ça va de pair. Bien sûr. Donc, j'allais dire, l'un nourrit l'autre et réciproquement. C'est pas parce qu'on a une exigence qu'on doit être bienveillant et c'est pas parce qu'on est exigeant qu'on doit être bien. Enfin, les deux vont ensemble. Et encore une fois, le bien-être, le fait de se sentir bien, d'être accueilli, nous pousse à être plus performants et à rendre aux autres ce que les autres vous donnent. Donc, j'insiste vraiment sur ce cercle vertueux. Je dis toujours, Saint-Gobain, c'est une maison bienveillante et accueillante, ou c'est une maison accueillante et bienveillante selon les circonstances. C'est l'un qui va avec l'autre, parce que faut viser plus haut. Hein. On est dans une année de performance olympique. Saint-Gobain doit encore plus, j'allais dire, prouver et démontrer que la performance de nos activités s'améliore année après année. Donc oui, il faut de la bienveillance et de l'exigence. Que ce soit dans le travail ou dans la vie, on peut être soumis à différentes natures de stress, à de la fatigue, à des douleurs. Très concrètement, docteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les gestes clés? Les gestes clés, déjà, c'est bouger. Ouais. C'est clair. Par exemple, ici, vous êtes assis. Je vais peut-être vous faire lever dans quelques temps, parce que je sais que votre vigilance, elle risque de chuter à un certain moment. Donc, après le repas, c'est pas bon. Hein. Ouais, en plus, on est dans des choses intéressantes où la sieste va être nécessaire, mais ça on verra ça. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, parce que je pense qu'il y a deux mots-clés qui apparaissent, c'est plaisir et efficacité. On demande de l'efficacité, mais si par exemple les gestes clés, c'était bouger, c'est marcher, les gens, tout le monde le sait qu'il faut se bouger plus, notamment avec la Covid, où on s'est retrouvé devant les écrans pendant des heures et des heures. Et pourquoi les gens ne le font pas? Parce que, est-ce que c'est une obligation santé ou pas? Ce n'est pas toujours la chose qui motive les gens à le faire. Hein. Ce qui est intéressant, c'est par exemple de marcher pendant 10 minutes au soleil, et on va y arriver peut-être au mois de mars, avril. Oui. On sait qu'on a à la fois l'efficacité scientifique qui consiste à recaler son horloge biologique et le plaisir de le faire. Et là, on va rentrer dans ces notions de rituels. Donc tous les rituels qui sont à partir de mouvements ou à partir d'actions où on bouge, eh bien, ce sont des choses que chacun peut s'approprier et qu'il faut reproduire, puisque c'est ça qui va... Ça a été le problème de la Covid. Hein. La Covid, on a perdu ces rituels. On s'est retrouvés isolés expérimentalement, avec un premier confinement qui s'est bien passé parce qu'il faisait beau. Et que, je ne parle pas des étudiants, malheureusement, qui étaient dans 30 mètres carrés et qui ne pouvaient pas bouger. Là, on en voit malheureusement les conséquences en hôpital. Mais il faisait beau. Par contre, le deuxième confinement, qui était au mois de novembre, là, vous avez la problématique du temps, de la luminosité qui diminue, et en plus, on est à la Toussaint, c'est la fête des morts. Donc, je veux dire, il y avait tous les processus pour que ça ne se passe pas toujours très, très bien. Donc, l'environnement est très important. Bon, mais vous avez parlé d'une mise en pratique. Moi, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Vous avez dit, je vais vous faire vous lever. Qu'est-ce que vous voulez nous faire faire? Oui, alors allez-y. On va le faire. Alors, parce que vous le dites, faites-le. Allez, on y va. Allez. Donc, je me permets. Une des problématiques que l'on a quand on est sédentaire, et devant les écrans, la plupart d'entre vous, c'est qu'on ne bouge pas. Donc, je vais vous faire tous lever, bien sûr. Voilà. Donc, on m'a dit que je n'avais pas le droit aux pertes. Hein, donc, donc, ça ne sera pas méchant. Puis, quand vous allez vous rasseoir, pensez qu'il y a un fauteuil à bascule. Hein, donc, c'est simplement une petite chose pratique. Une des problématiques que l'on a, c'est qu'on est devant les écrans, il y a l'explosion, vous en avez parlé, des troubles musculo-squelettiques. Et donc, vous êtes votre propre kinésithérapie. Vous êtes votre propre ostéo. Je vais vous montrer simplement une technique réflexe qui consiste à libérer les muscles du cou. Je vais vous la montrer, on va la faire tous ensemble et dans le même sens. Je précise, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, je vais le faire devant vous, sans tourner mes épaules. Je vais être comme ça. Je vais tourner ma tête à gauche. Vous me regardez pour l'instant. Là, je vois peut-être quelque chose de bleu. Là, je ne sais pas trop ce que c'est. Je reviens ici, sans tourner la tête. Je vais prendre mon doigt et, comme j'ai tourné ma tête à gauche, je vais aller chercher le plus loin possible mon doigt uniquement avec les yeux, dans le regard des yeux. 4, je vais le faire 5 fois. 5, je reprends la même posture, je tourne et là, je vois l'écran qui est affiché derrière moi. C'est-à-dire j'ai gagné à peu près entre 15 et 17 degrés. Ça marche sur moi. Est-ce que ça marche sur vous? Alors, on va essayer. On va essayer. On va tous tourner la tête à droite, par là.
OK? Donc, vous tournez la tête à droite, vous prenez un repère visuel. OK? Vous revenez me voir maintenant, devant moi. Maintenant, c'est pour ça que c'est tous dans le même sens, hein, vous comprenez. Et on va aller 5 fois là-bas. 1, sans tourner la tête. La tête, elle a tendance un peu à partir. 2, 3, 4 et 5. OK? Vous revenez dans la même posture. Vous tournez la tête. Est-ce que ça va plus loin? Ah oui. Ah oui. Ça va? Vous me dites oui, hein, parce que sinon je ne reste pas. Okay. Docteur, on a les mains devant, vous les mettez comment dans le dos? Peu importe. L'important, c'est pourquoi j'ai mis devant ou derrière. D'ailleurs, c'est pour ne pas bouger, c'est pour ne pas tricher, pour ne pas avoir les épaules qui bougent un petit peu. Donc, on l'a fait d'un côté, on va peut-être le faire de l'autre pour que vous soyez un peu symétrique. Peut-être que vous allez vous apercevoir que c'est plus facile ou plus spectaculaire ou moins spectaculaire de l'autre côté. Ça veut dire qu'on est latéralisé, tout simplement. Hein. Donc, on y va à gauche, moi je fais à droite, ici. OK, je prends un repère visuel, je reviens ici et c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et hop, c'est bon, je tourne et ça va tout de suite mieux. Alors, comme je suis médecin, je vais vous donner un nom compliqué pour dire ce que c'est. Ça s'appelle le réflexe oculocéphalogire. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement et d'évolution, c'est-à-dire que le danger, il y a quelques centaines d'années ou générations, c'était derrière. Et pour les pilotes de chasse, il est extrêmement important, notamment quand on est en 3 dimensions, de savoir un peu ce qui se passe dans les 3 dimensions. Et nous, depuis maintenant quelques dizaines d'années, on est bloqués sur des écrans. Donc, on n'est pas obligé, évidemment, en pleine réunion, de dire « Attendez, regardez, ça, c'est pas compliqué. » Ça peut se faire les yeux fermés. L'important, c'est de bouger les yeux. Rien que de bouger le corps, c'est une chose, mais surtout les yeux, parce qu'on sait que dans le rêve, notamment dans le sommeil, aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon, on appelait ça REM sleep, Rapid Eye Movement Sleep. Et le mouvement des yeux est fondamental pour rééquilibrer les choses. Voilà. Allez, docteur, vous avez dit on peut le faire les yeux fermés. Bien sûr. Ça veut dire qu'on fait exactement la même chose, les yeux fermés, les et ça marche? Les yeux sont fermés, par contre, les yeux bougent à l'intérieur, mais on ne vous voit pas. C'est tout simplement ça. Hein, mais pensez à bouger les yeux. Je veux dire, c'est une chose qui est extrêmement intéressante pour éviter les tensions musculaires. Donc voilà, ça c'est un vrai... Merci pour cette petite technique. Non, je pense qu'on va tous l'appliquer. C'est simple à faire. Je crois aussi que vous aviez cette possibilité de faire des micro-siestes pour se régénérer, pour être plus alerte. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? On va enchaîner. Du coup, après avoir fait ça, on va faire la micro-sieste. On va enchaîner. Ça part d'un constat, encore une fois avec la Covid, c'est l'explosion des Teams, des Zooms, ainsi de suite. Ouais. Et quand on fait, des études sur des gens qui se disent fatigués, épuisés, notamment à la fin de la journée, on leur met des montres connectées, puis on regarde ce qui se passe. Et on a vu qu'au lieu d'avoir cette fameuse baisse de vigilance qui arrive à la fin, cette baisse de vigilance, elle arrivait toutes les heures. On disait, mais pourquoi? Et en fait, c'est les gens qui étaient sur les écrans, sur un Zoom, ou et qui passaient d'une visioconférence à l'autre, en nous disant déjà, des fois, je n'ai même pas le temps d'aller aux toilettes, hein. Et sans avoir la capacité de récupérer pour repartir. Donc ça, c'est ce que j'avais appris, moi, dans les top techniques d'optimisation des potentiels. À l'armée, c'est la première chose, et je vous la propose parce que je l'utilise toujours 40 ans après. Et on va le faire ensemble. C'est une micro-sieste qui va durer 1 à 2 minutes, pas plus, mais qui va vous permettre de réactiver votre vigilance pendant un certain temps. Donc ça s'appelle la respiration en carré, certains d'entre vous connaissent ça, déjà. Ça utilise ça dans d'autres thématiques. Donc, on va dessiner un carré dans sa tête en soufflant 4 secondes, premier côté du carré, en ne respirant pas pendant 4, en inspirant pendant 4 et en ne respirant pas pendant 4. Donc, ça dure 16 secondes. À la fin de ces 16 secondes, et je vais le faire avec vous, on va souffler tout doucement pendant 5 et inspirer pendant 5. Pourquoi 5-5? Parce que c'est la respiration automatique du sommeil. D'autres appellent ça cohérence cardiaque. Mais c'est tellement facile à faire. OK, on y va? Il est 1h20, donc c'est parfait. Puis on vient de manger, on est bien. Voilà. Donc je ferme les yeux, j'essaye d'être le plus détendu possible, évidemment. J'imagine ce carré. Je souffle pendant 4 secondes, premier côté du carré. Stop. Deuxième côté du carré, je ne respire pas. Troisième côté du carré, j'inspire. Stop. Quatrième côté du carré, je ne respire pas. Voilà, les yeux sont toujours fermés. Maintenant que mon carré est dessiné, j'imagine un point sur une courbe, par exemple. Et ce point va descendre
en soufflant tout doucement pendant 5 secondes. J'inspire tout doucement. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. À votre rythme maintenant. Et doucement revenir à la surface. Bouger mes pieds, étirer mes jambes, bouger mes doigts, mes poings, serrer les poings, plier mes bras, les mettre au-dessus de ma tête en prenant une grande inspiration et en soufflant, en revenant dans la salle en ouvrant les yeux. Voilà. Ah, on est bien là. Ça va? Tout le monde est là? On a perdu la moitié de la salle. Mais vous le faites sans vous en rendre compte. Hein. Souvent, en fin de journée, les gens le font, et avec des étirements et ainsi de suite. Simplement de l'organiser, ça aussi être maître du temps, mais du temps biologique, c'est le vôtre. C'est vous qui décidez de le faire au moment où c'est opportun. Vous savez que c'est productif. Claire, est-ce que si on fait ça dans l'entreprise, est-ce que ces micro-siestes sont acceptées? Est-ce qu'on ne va pas avoir cet effet « oh, lui, c'est un flemmard, il fait sa micro-sieste » Parce que c'est ça aussi le risque, disons-le. C'est recommandé. Donc, c'est même pas la question de est-ce que c'est accepté ou c'est recommandé. Donc, ce qui n'est pas accepté, c'est de ne pas l'accepter. Mais c'est bien de le dire. Mais oui, mais c'est très important. Donc, encore une fois, vous l'avez dit 10 fois mieux que moi, je vais le dire avec mes mots, l'entreprise, elle est là aussi pour faire en sorte que chacun soit bien. Et encore une fois, quand on est bien, c'est là qu'on est performant. Et la reconnaissance du fait que chacun est différent, que chacun a un rythme différent. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement déshabiller le collectif. Il y a des moments où il faut qu'on soit ensemble. Il y a des moments où il faut qu'on soit synchrone. Mais il faut se laisser cette capacité d'être asynchrone pour avoir son propre rythme. Donc, c'est un peu à chaque équipe, à chaque personne de trouver cette flexibilité. Mais pendant de nombreuses années, on a poussé, vous m'avez entendu parler de diversité. Alors, on avait la diversité homme-femme, la diversité de nationalité, la diversité d'âge, la diversité de formation, la diversité de croyance, enfin, toutes les diversités qu'on pousse d'ailleurs dans le groupe. Mais il y a aussi la diversité de son rythme. Et donc, ce que l'on essaye de promouvoir, c'est cette capacité qu'on doit chacun avoir à pouvoir exprimer son rythme. Encore une fois, dans un collectif qui fonctionne. Donc, on n'est pas en train de dire que chacun va faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Non, mais il faut cette reconnaissance de cette flexibilité que chaque personne dans l'entreprise doit avoir. Donc oui, bien sûr, il faut pousser ça. Je rajouterai une petite chose, si vous aimez le rugby, je crois que vous aimez le rugby, c'est intéressant de voir ce qui apparaît maintenant, à chaque fois qu'il y a des essais, que ce soit l'équipe qui a marqué ou que ce soit l'équipe qui a pris l'essai, il y a une respiration collective. Oui, ils se mettent en rond, ils respirent tous ensemble. Et toutes les nationalités le font. Donc il y a une raison, je veux dire, c'est que vraiment il y a quelque chose qui est au-dessus, partagé, qui est individuel, mais partagé collectivement. Et donc, ce partage, mais en effet, vous le dites très bien tous les deux, hein, chacun a sa chronobiologie. Il y a des consignes collectives sur le sommeil, mais évidemment qui ne correspondent pas à tout le monde. Comment est-ce qu'on arrive à savoir quel est son rythme, François ? Alors, il y a déjà par son observation personnelle individuelle. Oui. Le bâillement est un très bon exemple. Oui. Quand les gens se mettent à bâiller, souvent on se cache, parce que le bâillement, mais non, le bâillement, c'est une reprise de vigilance. C'est un réflexe qui est vraiment un réflexe archaïque. Le conseil que je peux vous donner, c'est de le noter sur 10 jours. Et vous allez vous apercevoir, vous allez bâiller toujours pratiquement aux mêmes heures. Moi, c'est à 17h, donc ça va. Je suis avec vous encore pendant 1 heure. Je suis quelqu'un du soir. Parce qu'en plus, les gens, c'est lié aussi à la chronobiologie.
l'agenda du sommeil est quelque chose qui est très facile à faire. Alors déjà, je vais vous donner des choses très simples, mais il y a un réseau de soins qui est Île-de-France qui s'appelle le réseau Morphée. Vous pouvez aller chercher les agendas, les questionnaires pour savoir quel type de dormeur vous êtes. Et il y a 2 composantes. La première composante, est-ce que vous êtes un court dormeur? À 6 heures, il y a des gens qui sont très bien à 6 heures, d'autres qui ont besoin de 9 heures. Il ne faut pas croire que c'est 7h30 pour tout le monde, hein, donc on individualise l'histoire. Et puis il y a des gens plutôt du matin, 25%, des gens plutôt du soir, qui sont plutôt généralement jeunes parce que ça bouge avec l'âge, et les gens intermédiaires. Mais savoir quel type de dormeur vous êtes, ça vous permet d'anticiper sur à quelle heure je dois me réveiller pour que je sois bien, puisque la qualité de l'éveil va déterminer la qualité de la journée. Ça vaut si on n'a pas d'enfant, hein, par contre, hein, pour les... Ouais. Il faut le préciser. Ça, il faut s'adapter encore une fois, mais justement, hein, le meilleur dormeur, si on est dans cette partie-là, c'est le meilleur gestionnaire de sa dette. Ouais. Les navigateurs, c'est un très bon exemple. Hein. Je veux dire, c'est des gens qui vont très peu dormir, mais il faut qu'ils prennent des décisions en permanence dans un univers qui bouge et où il y a une notion de sécurité là, qui est extrêmement importante. Eh bien, le meilleur dormeur, c'est le meilleur gestionnaire de sa dette. Si vous avez des outils pour payer votre dette, c'est vous qui la décidez de la payer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on est un peu fatigué, en sachant que par exemple à telle heure de la journée, on baille souvent, on est un peu fatigué, c'est à ce moment-là qu'on dit on ne prend pas de réunion, on ne prend pas de décision. Si on peut. C'est ça? Si on peut. Alors après, il y a des moyens de changer à 1 heure près les choses, mais si vous le savez, ça vous permet d'anticiper plutôt que de prendre l'hypovigilance de plein fouet. Notamment quand vous conduisez en voiture, c'est une évidence. Je veux dire, hein, toutes les 2 heures, il se passe des choses. Les rythmes ultradiens sont des rythmes qui durent 1h30. C'est les rythmes de la nuit qu'on a également dans la journée. Donc ça, c'est vraiment l'énergie physique, j'ai envie de dire. Il y a aussi une énergie psychologique à retrouver. On peut se sentir fatigué, mais dans sa tête. Et là, j'ai envie de parler presque de santé mentale. Tout d'abord, quels sont les dispositifs qui sont mis en place par Saint-Gobain pour les collaborateurs qui pourraient avoir besoin d'aide de ce point de vue-là? Avant de parler de dispositifs, je crois qu'il faut parler d'attitude. La première chose que l'on promeut et que l'on pousse, c'est l'écoute. Quand on n'est pas bien, il faut se sentir capable de parler. Il faut se sentir capable de l'exprimer. Et donc, avant de dire, on a ce qu'on a évidemment, une hotline, des formations pour les managers, des communications pour faire en sorte que ce soit bien pris en compte. Il faut que chacune et chacun, on développe cette capacité d'écoute, cette capacité de se rendre compte aussi peut-être de quelqu'un qui est fatigué, qui ne va pas bien, et que là aussi, on se montre flexible. Et d'expérience, je trouve que la capacité d'écoute, elle est, les personnes la perçoivent quand vous-même vous vous exprimez. Oui. Et donc il ne faut pas hésiter non plus soi-même à dire tiens, aujourd'hui je suis comme ci, je suis comme ça, ou aujourd'hui je suis plus fatigué, ou tiens, j'ai besoin d'un break, parce que c'est de l'exemplarité aussi. Quand on l'exprime, on facilite l'expression de toute l'équipe et de toutes les personnes avec qui on travaille. Alors, vous parliez de dispositifs, on a la chance chez Saint-Gobain d'avoir un réseau médical, là je parle pour la France, mais il y a d'autres pays dans le monde, je pense au Brésil par exemple, qui ont beaucoup développé ce type de réseau pour aider les collaborateurs, où on a 12 médecins du travail, on a 4 assistantes sociales, on a beaucoup d'infirmières qui sont là aussi pour vous aider, pour vous écouter, donc n'hésitez pas à solliciter ce réseau qui est assez formidable, avec une compétence et une humanité vraiment super. Et puis, encore une fois, vos collègues, les RH, les syndicats, les managers, on doit tous être capables d'apporter cette écoute et de montrer que soi-même, on est aussi transparent sur ces sujets-là. Voilà, ça ne doit pas être ressenti comme une faiblesse, c'est juste la vie. Normal. Absolument. Docteur, quel conseil vous donneriez pour faire face à ces situations compliquées? Ça peut être du stress, ça peut être des agressions, des conflits entre les uns et les autres. Alors, je ne suis pas psychologue, ouais. Mais l'expérience me montre que, encore une fois, la voile nous a montré des choses assez incroyables. Par exemple, dans la voile, tout ne se passe pas bien. Je veux dire, il y a des moments vraiment compliqués, difficiles, conflictuels, peut-être pas avec les gens quand ils sont solitaires, mais avec la mer, avec la malchance, l'injustice et tout ce qu'on peut d'une casse alors qu'on est fatigué. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, qu'ils partagent avec une base arrière de sécurité. C'est pas moi qui le dis, c'est Boris Cyrulnik, sur la notion de résilience. Et quand vous êtes en solitaire, il y a 2 partages
qui se font. Le premier, c'est la caméra, c'est-à-dire qu'ils se filment quand ça ne va pas. Non pas quand ça va bien, ça c'est pour les sponsors, mais quand ça ne va pas bien, moi j'ai vu des gars pleurer, j'ai vu des gars hurler, verbaliser, mais avec comme interlocuteur quelqu'un qui ne va pas juger ni les évaluer, qui est la caméra, mais qui déjà accepte le fait que ça... La deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils téléphonent à leur équipe pour dire ce qui ne va pas. Et ça relativise les choses, il y a la distance, on n'est pas tout seul. Et ça, je pense que c'est un point clé, c'est surtout ne pas rester tout seul. Et un des points aussi, je me permets de rebondir sur ce que vous disiez, parce que notamment dans les équipes, quand on a des gens qui viennent vous voir, notamment le matin, on dit ça va. Ok, ça va pas. Est-ce que tu es stressé? Mais de quoi il se mêle, lui? Pourquoi il me pose la question? Ça va. Posez la question, est-ce que tu as bien dormi? Et là, c'est incroyable ce que les gens vont vous dire. Ben non, j'ai mal dormi parce que ma petite, elle est malade, je suis inquiète, etc., etc. Il y a plein de choses qui arrivent quand on parle, on prend soin de soi comme on prend soin des gens. Et c'est à ce moment-là, c'est ces petites choses. C'est Winston Churchill qui disait « Attitude is a little thing that makes a big difference ». Pourtant, ce n'était pas le meilleur en termes de sport, en termes d'alcool, et ainsi de suite. Mais les phrases sont toujours très pertinentes. Et il disait justement que c'est des petites choses qui font parfois des grandes différences de comportement. Et on est dans le comportemental, on est dans les TCC, que font très bien certains de vos médecins du travail. Merci Catherine. Parce que c'est un plaisir à chaque fois de voir que c'est par les comportements qu'on peut vraiment régler beaucoup de problèmes. Et effectivement, la communication. Un autre point sur le bien-être, c'est la nutrition. Elle peut favoriser la vigilance, la prise de bonnes décisions, le sommeil, évidemment. Est-ce que vous avez quelques astuces à nous partager de ce point de vue-là? Alors là aussi, c'est par l'armée. On s'est aperçu que si vous ne nourrissiez pas les pilotes qui sont dans des longues distances, enfin dans des vols de longue durée, derrière, ils fatiguent plus que la machine. Et donc, il y a des choses très simples. C'est ce qu'on appelle la chrononutrition. C'est le petit déjeuner est extrêmement important. D'avoir des protéines au petit déjeuner permet de fournir des neurotransmetteurs de la vigilance. Et puis, par contre, associer plaisir et efficacité pour mieux dormir, c'est le sucre pris d'une manière isolée. Vous allez parler tout à l'heure du carré de chocolat noir. Oui, tout à l'heure, hors plateau. En répétition, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Hors plateau, on prend, parce que je disais, le petit carré de chocolat noir avant de dormir. Il dévoile mes petits secrets. Le petit carré de chocolat noir avant de dormir, et vous me disiez, c'est vachement bien, parce que pris une demi-heure, 45 minutes avant, ça va vous faire du bien. Oui, parce que non seulement ça fait du bien, ça fait plaisir, mais en plus, il y a une explication scientifique derrière. C'est-à-dire qu'on fait monter un petit acide aminé qu'on appelle le tryptophane, qui va passer la barrière du cerveau en une demi-heure, qui se transforme en sérotonine, et la sérotonine, c'est l'hormone du sommeil. C'est ce que font les navigateurs. Encore une fois, je prends cet exemple-là parce que c'est très humain. Il faut absolument que je dorme vite parce que j'en ai besoin. C'est la confiture de la maman, c'est la confiture de la conjointe, c'est le petit cadeau qui fait plaisir. Par contre, c'est un carré de chocolat noir, pas 10 devant Love Actually, quoi. Non, parce que là, on rentre dans la compulsion. D'accord, ok. C'est autre chose. Et il y a un autre truc qui marche bien, et ça, je trouvais ça super, c'est le café juste avant la sieste. Vous nous racontez? Alors là, ça vient du rugby. Ça ne vient pas du rugby, mais disons que c'est un conseil que j'ai donné à des rugbyman. Et je vous le livre entre nous. Je suis lié au secret professionnel, donc je ne cite pas les noms. Mais c'est souvent les piliers, les avants, qui font la leçon aux arrières. Ce que je peux comprendre, parce qu'un avant, on l'écoute. Quand tu fais 140 kilos, on l'écoute. Et ce pilier disait très bien, si je prends, le Toubib, il m'a dit un truc que je fais, je vous propose, parce que moi je le fais aussi, c'est prendre un café et de faire une sieste entre 10 et 40 minutes. Donc c'est un peu plus long que celle que je vous avais proposée, qui était vraiment... Oui. Pourquoi? Si vous aimez le café. Parce que le café, la demi-vie, le café va rentrer dans le sang au bout ça dépend des gens, entre 20 et 40 minutes. Et il va vous faire sortir de la sieste pour éviter ce qu'on appelle l'inertie du sommeil, qui est très désagréable. Vous faites une sieste qui dure 45 minutes, vous vous levez, vous êtes encore plus fatigué qu'à l'entrée de la sieste. Le café va vous aider à sortir de la sieste par son côté psychostimulant à cause de son introduction au niveau du sang. Essayez-le, c'est tellement facile à faire. Et puis pour aller bien, j'imagine, sur le sujet de la nutrition, c'est de prendre le temps de manger à midi avec des collègues avec qui on rigole peut-être un peu, ce genre de choses, ça paraît tout bête. C'est un acte managérial. Ah, voilà. C'est un acte managérial. J'étais dans une écurie irlandaise, qui s'appelle Jordan, pour ceux qui connaissent. Et le gars me dit, le manager me dit, François, you know, we are a rock and roll team. On a nos couleurs jaune, vert, bien sûr, et on n'est pas comme le team Williams là qui mange du pain blanc ils sont tristes. Ils sont tristes. Et donc, tu vas me trouver un cuistot, pas cher, en plus. Donc ça a complexifié le problème. Mais j'ai trouvé un cuistot italien.
qui faisait des pâtes, du sucre lent, avec plein de sauces, plein de couleurs. Et en plus, la manière de le donner et de le faire avec plaisir. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important dans nos cultures latines, c'est un point fort. A pleasure a day keeps the stress away. Un plaisir par jour éloigne le stress. Et par la nutrition, c'est vraiment un point extrêmement important. Donc des plats colorés, on voit dans le 15 de France, hein, moi je suis un petit peu là-dedans parce que mon épouse est la nutritionniste. Si elle leur fait pas plaisir, ils vont manger la nutritionniste. Hein, c'est pas une bonne chose à faire. Donc il faut leur amener des plats colorés, des plats sensoriellement intéressants et efficaces au niveau évidemment scientifique. Et alors, il y a une notion très importante pour aller bien et pour être prêt à entrer en action professionnellement parlant, c'est les rituels. Vous les avez évoqués tout à l'heure, en tout début de cette conférence. C'est les rituels du matin, c'est les rituels le parfum qu'on choisit, la balade. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ces rituels, ça commence dans la salle de bain. Voilà. Ça commence avant, mais je dirais le rituel de la salle de bain est très intéressant. Parce qu'il y a la douche chaude, donc on remonte la température corporelle. Et c'est nécessaire puisque pendant la nuit, cette température corporelle descend physiologiquement. Et donc déjà, une douche chaude, c'est intéressant. Et puis ensuite, tous les massages que vous pouvez avoir sans vous en rendre compte sont des massages de stimulation. Hein, le fait de se laver la tête, de se masser, c'est intéressant. Et puis les fragrances, puisqu'on sait que depuis peu, l'horloge biologique est très sensible. L'horloge biologique, c'est des zones du cerveau qui sont derrière les yeux, mais qui sont pas loin du bulbe olfactif. Et que toutes les odeurs qui vous sont agréables et qui sont personnelles, ces choses-là, réactivent la vigilance et le plaisir de se lever. En plus, si vous marchez, si vous allez au soleil, ça sera d'autant mieux pour bien commencer la journée. Parce que la qualité de la journée dépend de la qualité de l'éveil. Ça, c'est un point clé. Claire, vous avez un outil de mesure de satisfaction des collaborateurs. Ça s'appelle Me at Saint-Gobain. C'est un baromètre annuel. Quels sont les chiffres intéressants vis-à-vis des sujets qu'on vient d'évoquer ? On a une question qui me paraît répondre bien à ce dont on vient de parler, c'est la santé et la sécurité sont importants pour mon équipe et l'organisation. Et ce qui est très satisfaisant, c'est que 92% des salariés de Saint-Gobain à travers le monde, c'est plus de 120 000 personnes qui ont répondu l'année dernière, puisqu'on a eu un taux de participation de 87%, qui était exceptionnel. 92% de nos collègues disent « oui, je suis d'accord, la santé et la sécurité, c'est bien pris en compte et c'est important ». Alors l'objectif, c'est d'être à 100%, parce qu'il faut vraiment que ce soit un rituel. Hein, c'est vraiment quelque chose qui doit être dans le quotidien. On doit... Tous ceux qui sont chez Saint-Gobain doivent se dire « oui, la santé et la sécurité, c'est important et on en tient compte ». Et j'espère que toutes ces conférences et ces discussions montrent combien on attache d'importance à ce sujet, à ces deux sujets de santé et sécurité qui vont de pair. Mais encore une fois, on a beaucoup poussé la santé, notamment avec Geneviève Thiocourt, qui est notre docteur qui s'occupe de la santé au niveau du groupe, parce que c'est la base, encore une fois. C'est la base du bien-être, c'est la base de la performance, c'est la base d'un collectif qui se sent bien, c'est la base de... Vous parliez d'envie. Si je me lève le matin et que j'ai envie d'aller bosser chez Saint-Gobain, on a fait une sacrée partie du chemin dans le bien-être et donc dans la performance. Parce que oui, certes, il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour être performant. On a un job à faire, on a une performance à améliorer. Mais franchement, comme je le disais, c'est la base de notre collectif que de s'en occuper. C'est de la motivation. Et c'est de la motivation, évidemment. Le Movere, c'est le mouvement. Exactement. On va se tourner vers la salle, ou même derrière ceux qui sont derrière leurs écrans. Hein, vous pouvez participer. S'il y a des questions, on va les prendre avec plaisir. Les micros, il y a deux hôtesses qui peuvent vous amener les micros. Est-ce que quelqu'un veut poser une question peut-être dans la salle ? Derrière vos écrans, vous pouvez le faire sur l'application Wisdomly. Pour ça, il vous suffit de scanner le QR code et on va prendre quelques-unes de vos questions. Ah voilà, madame, bonjour. Bonjour. J'ai une question qui concerne une population particulière du groupe, à savoir les jeunes mamans. Je m'adresse surtout à Dr Duforez. Son expérience de jeune maman étant exceptionnelle.
Quel conseil Disons que particulier j'étais expérimentateur. 6 fois quand même. 6 fois. En tant que Six fois. jeune. Question courte, réponse courte. Madame, on vous écoute. quel conseil particulier donneriez-vous à des jeunes mamans qui reprennent le travail, qui essayent de concilier leur vie de jeune maman pour la première fois de leur vie et le retour au travail, tout en reprenant la forme qu'elles avaient avant? D'accord. Moi, d'abord, je leur dis bravo. Parce que c'est un sacré job. Vous savez qu'on a eu un gros problème dans la voile avec une navigatrice dont le sponsor lui a dit tu viens de... incroyable d'ailleurs. Elle a retrouvé un bateau et elle va faire le Vendée Globe et tant mieux. Donc on a une problématique dans le monde sportif aussi qui est exactement celle que vous décrivez. Je pense déjà que les nouvelles générations avancent sur ce sujet. C'est-à-dire que le papa, il est aussi présent, de plus en plus. Je pense que c'est une bonne chose. Après, il y a des réflexions plus personnelles, je dirais, quand le petit ou la petite arrive, c'est comment s'adapter au rythme, et notamment le premier. Quand c'est votre premier enfant qui arrive, il y a une phase d'apprentissage, on va dire. Et le fait de savoir si on allait ou si on n'allait pas, je veux dire, il y a des cas individuels qui font qu'on va être plus ou moins pris par ce changement de mode de vie. Mais je pense que ça doit être partagé déjà par le papa aussi, donc ça c'est aussi une chose importante. Et après, il y a une vraie réflexion maintenant sur... déjà, en France, on a la chance d'avoir un congé de maternité, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, c'est tout à fait exact. Et puis après, c'est toute une reprise en main de la partie physique, de la partie mentale. Il faut éviter évidemment le burn-out, entre guillemets, vous savez, la dépression post-partum, qui est un vrai sujet. Mais bon, globalement, c'est des choses maintenant qui se mettent en place et qui sont de plus en plus acceptées par la société. Puis globalement, ça s'arrête après 3 ans, ça va mieux après 3 ans. Oui, après 3 ans. Après, il y a le deuxième qui arrive. Après, il y a le deuxième. Et si je peux me permettre de compléter, là aussi, il ne faut pas hésiter à partager. Oui. Quand on revient au boulot avec un jeune enfant, la vie n'est pas la même. La vie professionnelle, j'entends, n'est pas la même. Et il ne faut pas hésiter à le dire, il ne faut pas hésiter. Moi, je l'ai vécu 3 fois, et quelquefois, et je ne donne pas de leçons parce que c'est très difficile, et je ne l'ai pas forcément très bien vécu, d'oser dire, écoutez, là, maintenant, je vais chercher mon gosse, ou je ne peux pas venir avant telle heure parce que je le dépose le matin à la crèche ou à l'école. Là aussi, il ne faut pas hésiter à partager. Et ne doutons pas de la bienveillance du collectif. Je l'ai constaté que je n'osais pas demander des choses, et quand je les ai demandées, on m'a dit, oui, bien sûr. Donc là aussi, appuyons-nous sur le collectif et la parole et le partage. C'est très important. Une autre question, des rituels, des outils qui nous aident à gérer la pression. Oui. Des gestes, quelque chose de manière très courte. Oui. Oui, parce que je voudrais qu'on puisse encore en poser une ou deux. Oui, moi j'en ai au moins 2. C'est le chant et le tennis. Oui. Le chant, alors j'aime beaucoup l'opéra, donc je ne vous demande pas de m'écouter chanter avec l'opéra parce que c'est sûrement pas ce qu'il faut, mais moi ça me fait extrêmement du bien. Sous la douche. Sous la douche. Oui, ou dans la voiture le matin en arrivant. C'est bien aussi. Voilà, parce que là aussi c'est un peu physique, on expulse, et puis moi émotionnellement ça me fait du bien. Et puis le tennis, parce que taper dans quelque chose, voilà. Et ça, si j'ai pas ça 1 ou 2 fois par semaine, je suis pas bien. Voilà, ça c'est une forme de rituel. L'activité physique. L'activité physique. Pour plusieurs raisons. D'abord au niveau physique, déjà, parce qu'on expulse un petit peu les tensions musculaires, et c'est une bonne chose. Après, ces activités varient en fonction de l'âge aussi. Parce que le tennis, c'est pas de problème, pour l'instant ça va. Mais il n'y a pas un geste, il n'y a pas un truc qu'on peut faire, un truc qui calme tout de suite? Ça serait fabuleux. Il n'y a rien. Par contre, je peux me permettre de vous montrer peut-être un exercice qui ne nécessite pas beaucoup de choses, mais qui nécessite un petit peu, qui réénergétise les gens. Allez, on vous suit. On y va. Debout. Allez, debout tout le monde. Tout le monde debout. Ça va, on est dans les temps. Rapide. Bon, rapide. Dans ces notions de perception, il y a la notion d'équilibre. Tous les gens nous disent, oui, mais j'ai un problème entre l'équilibre personnel, l'équilibre familial, l'équilibre de travail. Mais le mot équilibre, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tony Estanguet, c'est libre. C'est la capacité à s'isoler pour ressentir des choses positives. Donc je vais vous mettre au garde à vous. C'est mon côté ancien. Quand je vous mets au garde à vous, c'est simplement le fait que je reste debout, c'est la consigne, parce que mes yeux prennent en millième de seconde la situation et il ne se passe pas grand-chose. Là, ce que je vais vous demander, c'est de fermer les yeux. Et quand on ferme les yeux,
la situation est différente. C'est qu'on se met à bouger, à tanguer un petit peu. Parce qu'il y a d'autres capteurs qui prennent la suite des yeux qui sont fermés. Je rouvre les yeux, cette sensation disparaît. Maintenant, ce que je vous propose pendant quelques secondes, c'est de vous concentrer sur mais où est-ce qu'ils sont ces capteurs qui me permettent de rester debout. Donc quand je ferme les yeux, eh bien, je sens que les pieds, évidemment, qui sont au contact du sol, bougent en permanence, et on voit, et on sent surtout les capteurs au niveau des orteils, du petit orteil, du gros orteil. On sent ces chevilles qui bougent en permanence, le tendon d'Achille. Ça remonte, on est sur les muscles de posture, les mollets. Derrière, on a les cuisses, ce qu'on appelle les muscles ischio-jambiers, qui sont des muscles de posture, les fessiers qui sont serrés. Quand j'ai besoin de vigilance, je me dis « Ouh là là, la situation est qu'il va falloir que je serre les fesses. » Oui, c'est la réalité. Et puis, évidemment, le dos, le bassin, les hanches, les épaules. C'est là où il y a le ballon le plus important. Toutes ces informations arrivent au niveau de l'oreille interne qui stabilise l'équilibre. On mémorise cette situation, cette sensation. Je rouvre les yeux. Je vais changer maintenant la posture. Ça, on a ça dans le tennis, on a ça dans le foot, on a ça dans les arts martiaux. J'écarte légèrement les jambes, je plie légèrement les genoux. Voilà, ça c'est une posture de vigilance. Et quand je ferme les yeux, est-ce que je bouge? Non. Non. En fait, un petit peu. Comment? Voilà, on bouge d'avant en arrière. OK. On rouvre les yeux. Pendant la minute que j'ai fait avec vous, cette notion de recherche d'équilibre, vous étiez à l'intérieur de vous-même. J'espère que vous avez oublié vos portables, vos mails, tout ce qui s'ensuit, que vous allez regarder quand vous allez sortir peut-être de la salle. Et puis si je vous donne un conseil, c'est que quand on manque d'énergie, quand votre portable manque d'énergie, la première chose que vous cherchez, c'est une prise pour leur brancher, pour retrouver cette énergie. Faites la même chose pour vous. C'est la moindre des choses. Voilà ce que je voulais vous dire. Si je peux me permettre, docteur, parce que là, effectivement, on a tout oublié pendant 10 secondes, on n'a pas pensé à nos réunions, etc. Mais ça, c'est parce qu'on a été surpris par l'exercice. Dès lors qu'on ne se fait plus surprendre et qu'on le connaît, cet exercice, est-ce que ça marche encore? Il y a un label scientifique, donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous déculpabiliser, ça marche. Et c'est ce qu'on disait, c'est pas parce qu'on bouge pas qu'on n'est pas productif, ou c'est pas parce qu'on bouge qu'on n'est pas productif non plus. C'est dans la notion de plaisir personnel. Je pense qu'il y a un point qui est clé quand même, c'est la marge de manœuvre. On sait que les gens qui sont sensibles à des problèmes d'environnement stressants, c'est des gens qui n'ont pas de marge de manœuvre. On a vu ça notamment dans le monde militaire. Si vous avez cette marge de liberté, équilibre, c'est le mot libre qui est important là-dedans. Eh bien, ces 10 secondes, cette minute, elle est à vous de vous en servir, à votre bénéfice personnel, individuel, mais aussi évidemment à un bénéfice collectif. Allez, une dernière question en salle. Allez, madame. Bien sûr, après, vous serez encore un petit peu présent pour répondre à toutes les autres éventuelles questions. Madame, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des rituels qui permettent de déconnecter rapidement et de se reconnecter rapidement? Alors, il y a à l'Hôtel Dieu, notamment, on a des ateliers qui justement permettent, parce que dans votre question, il y a une problématique actuelle qui est 60-70% des Français se réveillent la nuit. Et la problématique, ce n'est pas tellement qu'ils se réveillent, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à se rendormir. Parce qu'ils n'arrivent pas à se déconnecter des pensées qui peuvent arriver, ce qu'on appelle des pensées parasites, etc. Donc, après, il y a une multiplicité de techniques. Les plus intéressantes sont celles qui marchent et qui n'ont pas d'effet secondaire. Donc, ça peut être la respiration, et vous avez plein de tutos maintenant qui existent, soit sur la cohérence cardiaque, à base de sophrologie, à base de respiration, mais il y a des gens qui ne supportent pas. Il y a des gens qui... moi, j'ai besoin plutôt d'aller au tennis ou de courir et de taper parce que j'ai trop d'énergie. Donc, il y a des gens où ça peut être l'activité physique. Et c'est un message que je voulais faire passer. L'activité physique est un médicament. C'est bouger, d'ailleurs, votre histoire. Et l'histoire est extrêmement importante. Par exemple, on a, et nous les médecins, on dit parfois des erreurs, il ne faut pas faire de sport le soir. Mais c'est vrai, si vous êtes un footballeur professionnel, un rugbyman professionnel, qui ne va pas dormir à 3 heures du matin parce qu'il y a eu un match avec un stade et puis de l'émotion, etc. Et de la lumière, beaucoup. Mais je pense à notamment la première question. Si vous avez le boulot, la vie familiale qui va arriver, qui est aussi un vrai challenge, si vous avez 1 heure où socialement vous allez pouvoir aller dans un cours de gym où on va vous apprendre des choses qui sont à base de respiration, à base d'étirement, que ce soit du pilates, du yoga ou ainsi de suite, il faut le faire.
Et ce n'est pas pour ça que vous allez mal dormir, au contraire. Donc, tous ces moyens de déconnexion et de reconnexion sont très individuels, mais basés sur la respiration, sur les tensions musculaires, voire sur l'imagerie mentale, à un stade peut-être plus avancé. Et quand même, cette question qui a été posée par quelqu'un en ligne, en agence, nous sommes en face à face avec les clients et ça provoque de plus en plus de stress. Comment est-ce qu'on peut être accompagné ? C'est peut-être une question d'organisation. C'est une très bonne question qui nous a été d'ailleurs remontée aussi par les syndicats. Donc c'est un sujet sur lequel, cette année, je prends soin de moi, on va travailler pour armer les personnes qui sont confrontées quelquefois à une forme d'agressivité, à la gérer, à décompresser, à être capable de retourner là aussi de la bienveillance tout en servant le client comme il faut et l'exigence. Donc on y travaille cette année sur le programme parce que c'est vraiment un sujet qui malheureusement dans la société actuelle, cette forme d'agression qu'on peut avoir revient. Donc on l'adresse dès cette année. C'est un très bon point. Eh bien, merci à tous de vos questions, pour votre participation. Ça a été un vrai plaisir, François Clerc. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.